C'est tout, le 29 décembre. 2025, 4e année, 309e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Retour au rapport de situation quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons la situation à Kupiansk. Il existe en effet une vidéo montrant un soldat russe toujours encerclé au centre-ville. De plus, il y a des nouvelles concernant Murnorad et une vidéo extrêmement contradictoire que j'ai trouvée en Russie et que je ne veux évidemment pas vous cacher. Aussi, certaines déclarations de Trump sont particulièrement remarquables. Commençons. La mise à jour d'aujourd'hui sur Kupiansk vous est présentée par le blogueur militaire russe actuellement le plus rebelle, Romanov. Il rapporte que dans la région de Kupiansk, plusieurs sous-unités russes restent complètement encerclées. Selon lui, ces soldats ne sont plus que de petits groupes isolés, parfois dans des zones minées, avec des possibilités de déplacement et de ravitaillement très limitées. Romanov veut obtenir des enregistrements audio et vidéo des forces encerclées. D'autres chaînes Telegram proches du régime confirment également que des unités russes tentent actuellement de briser l'encerclement et d'acheminer des renforts vers les unités isolées. Ce qui indique une situation toujours tendue et opérationnellement instable pour le camp russe sur ce secteur du front. Voyons immédiatement les preuves. Des chaînes russes montrent en ce moment des images aériennes de la région de Kupiansk, en affirmant qu'ils sont toujours au centre-ville et qu'ils le tiennent sous contrôle. Et c'est probablement vrai. Même cette zone de mouvement que nous voyons ici du côté russe se limite à peu près à cette zone rouge ici. Là-bas, il y a toujours des soldats russes qui sont signalés. Ce ne sont pas des soldats connectés à l'extérieur, comme Romanov l'a déjà confirmé lui-même. Des soldats qui sont encerclés et qui continuent d'opérer ici. Les Ukrainiens, nous l'avons aussi vu à l'époque dans la région de Dobrypilya. Ils ont également encerclé les unités russes là-bas et ne les ont pratiquement pas combattues. Ils attaquaient les drones dès qu'ils en voyaient, mais les laissaient mourir de faim très longtemps. Même s'il ne restait peut-être que 30 ou 40 soldats, ils n'ont pas attaqué et ne sont pas passés à l'offensive. Ils ont attendu aussi longtemps, jusqu'à ce qu'ils capitulent eux-mêmes, ou qu'ils ne puissent tout simplement plus se battre, et ce n'est qu'ensuite qu'ils sont entrés. Et c'est pourquoi le combat pour ce qu'on appelait à l'époque les oreilles de lièvre près de Dobrypilya a aussi duré une éternité, pendant que les Ukrainiens attaquaient dans une autre direction avec beaucoup plus de force et qu'ils ont laissé ceux-ci, entre guillemets, derrière eux. On observe ici aussi un phénomène similaire. Les Ukrainiens laissent leurs adversaires s'épuiser et manquer de munitions avant de les capturer. Car pour les Ukrainiens, les prisonniers de guerre sont extrêmement importants et constituent un objectif de haute priorité. Car si l'on peut capturer ces soldats russes, on peut toujours les échanger contre des soldats ukrainiens, que l'on pourra ensuite réutiliser pour la défense du pays. Ce qui, bien sûr, ne fonctionne pas avec des soldats morts, mais les enregistrements ne prouvent qu'une présence ponctuelle de certaines unités vues du ciel, et non un contrôle assuré et continu du centre, comme je viens de l'expliquer. Sinon, ils ne se plaindraient pas en même temps de ne presque pas pouvoir être déployés et que les munitions commencent à manquer. Mais cela nous montre en tout cas que les Russes rôdent toujours dans le centre-ville et que les Ukrainiens n'ont pas réussi après près de 2 semaines à les chasser complètement de la ville. Dans la région de Transcarpathie, une explosion s'est produite sur un tronçon du gazoduc Droujba près du village de Rozoch, dans la commune de Svaljava. Après la détonation, un incendie a touché la conduite principale de gaz, confirmée par les équipes d'intervention. L'alarme a retenti et le gaz a été coupé en fermant une vanne, maîtrisant ainsi l'incendie. Donc tout se déroule comme prévu. Regardons plus loin du front. Plus précisément sur un événement dont vous vous souvenez sûrement, car il remonte à environ 1 an. Des enquêteurs espagnols rapportent que le navire de la flotte fantôme, l'Ursa Major, qui le 23 décembre 2024 a coulé au large de Carthagène, transportait apparemment une cargaison stratégiquement sensible à son bord. Qu'est-ce qu'une cargaison stratégiquement sensible ? Il s'agirait de 2 cœurs de réacteurs VM, 4SG, qui étaient apparemment destinés à la Corée du Nord. L'enquête aurait également révélé des dommages à la coque, qui seraient dus à une force extérieure. Le type d'attaque, une confirmation définitive et publiquement vérifiable de la cargaison ne sont pas encore disponibles. Cependant, si cette information ne se confirmait pas, elle aurait des conséquences considérables tant sur le plan des sanctions que sur le plan de la sécurité. Et cela rend cet incident incroyablement intéressant. Car qui a coulé ce navire ? Il y a bien sûr quelques spéculations à ce sujet, mais vous pouvez probablement deviner de qui il pourrait s'agir. Petite mise à jour sur Murnorad, près de Pokrovsk. Ici, les Russes ont maintenant pu atteindre le centre. Des soldats russes ont été aperçus près du plan d'eau.
Et lentement, la fin de la ville semble se profiler. Les Ukrainiens tentent de contrôler la situation et de freiner l'avancée russe. La plus forte pression vient clairement du sud, et les forces ukrainiennes ne sont plus présentes ici que par des unités bien connues dans la ville, comme on peut le voir. À ce stade, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de 4 brigades qui se trouvent exactement dans la ville, mais de sous-unités subordonnées de ces brigades. Donc par exemple, un bataillon de chaque brigade concernée, sinon il n'y a pas eu de changement de territoire. Vous ne devez pas oublier que cette guerre n'est plus ce que nous avons vu en 2022 ou au début de 2023. À l'époque, je rédigeais des rapports de situation seulement lors de grands mouvements de front, sans pouvoir tous les citer pour rester dans le cadre. Aujourd'hui, je serais déjà satisfait d'en voir 2 ou 3 ici. D'ailleurs, beaucoup d'autres aspects sont devenus très intéressants. Raffinerie qui explose, drones, généraux défenestrés, innovation. Un président dont l'arbitraire a mené à une catégorie de paris spécifique sur Polymarket. Si cette chaîne vous apporte de la valeur ajoutée et que vous souhaitez soutenir des rapports de situation indépendants, basés sur des faits, sans clickbait ni bavardage inutile, vous le voyez vous-même. Les rapports durent généralement autour de 10 minutes et non pas 2 heures. Devenez membre de la chaîne avec plaisir. Nous venons d'atteindre les 300 membres sur la chaîne, ce qui est un signal fort et montre que l'analyse approfondie et la mise en perspective claire sont appréciées. Votre adhésion m'aide à maintenir les rapports de situation indépendants, sans publicité de tiers, et bien sûr à les rendre opérationnels chaque jour. Elle m'aide également à limiter les frais du canal et de la recherche quotidienne. Pour toutes les informations après le rapport de situation, il suffit de cliquer sur « Devenir membre ». Vous devriez déjà être abonné gratuitement de toute façon. Je pense avoir trouvé la vidéo la plus contradictoire de Russie, où des civils russes parlent de leur vie lors d'un entretien. Ils répètent qu'ils sont heureux, fiers de leur pays et ne voudraient pas vivre ailleurs. Ils disent aussi craindre pour leurs enfants, car leurs fils sont à la guerre, et espèrent que celle-ci finira bientôt. En plus, ils décrivent aussi d'énormes problèmes quotidiens, des difficultés avec l'approvisionnement en gaz qui durent depuis des années, à tel point qu'ils se sont même demandé pourquoi. C'est le seul problème, à part le système d'égout aussi en mauvais état. Sinon, tout va bien. Ça, la guerre et l'approvisionnement en gaz, ce sont les seuls problèmes. Oui, sauf bien sûr les ordures dans les rues, parce que les habitants jettent maintenant tout simplement tout dans la rue. Désormais, il n'y a plus de problème, ce sont les seuls. Sinon tout va bien, enfin, s'il n'y avait pas bien sûr toute cette puanteur à cause des ordures, ce qui sera encore mentionné à la fin. J'ai longtemps hésité à savoir si c'était joué, mais c'est bien authentique. Les déclarations révèlent la contradiction. En public, on met en avant loyauté et satisfaction, tout en évoquant la guerre, la peur pour ses enfants et la dégradation des infrastructures. Évidemment, il faut éviter de critiquer le système, sinon on risque le goulag. La Russie aurait pu accomplir bien plus avec le coût de la guerre, ce qui est le plus triste. Ce qu'ils ont dépensé pour la guerre ces 3 dernières années, ils auraient pu l'investir exactement là-dedans. Dans une meilleure éducation, de meilleures infrastructures et une meilleure qualité de vie, pour éviter que les gens jettent leurs déchets dans la rue. Au lieu de cela, cet argent a été gaspillé pour détruire des villes dans le pays voisin et réduire sa propre population d'environ 1,2 million d'hommes. Et cela ne concerne que les forces tombées et invalides, pas celles qui ont émigré. Trump a simplement répondu « oui » après sa rencontre avec Zelensky. Veut voir l'Ukraine réussir. Cela peut sembler un peu étrange, mais j'expliquais au président Poutine généreux envers la réussite de l'Ukraine. Cette déclaration de Trump est bien sûr remarquable à plusieurs égards et ne correspond pas à la réalité observée de la guerre, comme on l'a vu à la réaction de Zelensky lorsque Trump dit que la Russie veut voir l'Ukraine réussir et que Poutine s'est montré très généreux envers un succès ukrainien. Cela contredit-il directement les actions réelles de la Russie ? La Russie continue de mener des attaques aériennes quotidiennes contre des villes, des infrastructures et des ports ukrainiens et maintient militairement les territoires occupés. Elle impose dans toutes les négociations des exigences maximales, demandant des cessions de territoire et l'affaiblissement stratégique de l'Ukraine. Un État qui veut réussir ne détruit pas l'énergie, l'économie et les structures civiles de son voisin. Politiquement, la déclaration de Donald Trump montre qu'il reprend le cadrage russe, présentant Moscou non comme un acteur agressif, mais comme une puissance bienveillante voulant offrir une chance à l'Ukraine. Ces soldats peinent depuis des mois à gagner quelques mètres par jour, montent à cheval dans les champs ukrainiens et meurent au combat. Ses détracteurs considèrent cette déclaration comme l'une des plus stupides qu'il ait jamais faites.
D'un autre côté, Slenskij explique que la Russie prépare déjà délibérément les conditions nécessaires pour attaquer les bâtiments gouvernementaux à Kiev. Cette remarque sert surtout d'avertissement sur un risque d'escalade si Moscou vise davantage le centre politique et administratif de la capitale. On augmente les dégâts physiques, mais aussi on cible la capacité d'action des structures étatiques et l'impact psychologique sur la population et les partenaires. Le ministre russe Lavrov accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la résidence de Poutine cette nuit et annonce réfléchir à la réponse. C'est pourquoi il y a des négociations en cours. Avons-nous une nouvelle raison d'en exclure ? Cette présentation sert manifestement à des manœuvres politiques. Une supposée attaque contre la résidence du président sert de justification. Pour renoncer à des formats de dialogue, hésiter à les organiser ou ne pas les tenir du tout, durcir les conditions ou encore légitimer une nouvelle escalade en guise de réaction. À peu près comme à l'époque de la station de Gleiwitz. Et sur ces mots, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Merci tout spécialement au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller et Dietrich. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.